La loyauté la plus rare n'est pas celle qu'on proclame, c'est celle qu'on pratique sans témoin, sans récompense, sans discours. Et c'est précisément ce que, aujourd'hui, Al Pacino choisit d'évoquer quand il parle de Johnny Depp. À 85 ans, Pacino n'a plus besoin de convaincre personne. Il ne joue plus la légende, il la traverse. Il regarde son propre parcours, les visages qui se sont éloignés, les amitiés qu'on croyait éternelles et qui, parfois, se dissolvent dans le bruit du monde. Alors il écrit, il raconte, il laisse une trace, pas pour la presse, mais pour ceux qui restent, pour ses enfants, pour cette part de lui qui refuse l'oubli. C'est l'un des moteurs qu'il a lui-même mis en avant autour de ses confessions récentes et de son récit autobiographique. Dire ce qui compte avant que le temps ne décide à sa place. Et dans ce moment-là, quand on parle moins de carrière que de mémoire, un nom revient, Johnny Depp. Pas comme une anecdote de plateau, pas comme un copain de film de plus. Pacino évoque une relation qui a résisté aux années, à l'éloignement, à la mécanique d'Hollywood. Il parle d'une amitié réelle, et il décrit Depp avec deux mots qui surprennent par leur tendresse. Wild et wonderful. Le public, lui, se souvient d'un film, Donnie Brasco, 1997. Deux hommes, deux énergies. Depp, alors, a cette manière d'être à la fois présent et insaisissable. Pacino, lui, donne au gangster lefty une gravité presque fragile. Mais derrière l'écran, Pacino l'a raconté aussi. Depp était capable de le faire rire comme personne, de le tenir en haleine par la légèreté, au milieu d'un récit sombre. Et puis, des décennies plus tard, il se retrouve autrement. Depp derrière la caméra, Pacino à ses côtés sur Maudit, un projet qui dit quelque chose d'une confiance mutuelle, d'un respect qui ne s'est pas évaporé. Pourquoi en parler maintenant ? Parce qu'à cet âge, on ne célèbre plus seulement le talent. On pèse les fidélités. On distingue ceux qui restaient quand les projecteurs s'éteignaient de ceux qui n'existaient qu'à la lumière. Alors une question s'impose. Qu'a fait Johnny Depp précisément pour mériter ce mot « loyauté » dans la bouche d'un homme comme Pacino ? Et cette loyauté, a-t-elle été silencieuse par choix, par pudeur ou par nécessité ? Enfin, si Pacino brise aujourd'hui une forme de réserve, qu'est-ce que le temps a rendu impossible à terre plus longtemps ? Il y a des gens qui entrent dans une équipe en faisant du bruit, et d'autres qui entrent en écoutant. Johnny Depp, dans le souvenir qu'en garde Al Pacino, appartient à cette seconde catégorie, celle des présences qui ne réclament rien, mais qui prennent tout au sérieux. La première vraie rencontre, celle qui compte, se fait en 1997, autour de Donnie Brasco. Deux acteurs déjà connus, mais à des endroits très différents de leur trajectoire. Pacino, monument vivant, porté par une réputation d'intensité et de rigueur. Depp, plus jeune, déjà star, déjà scruté, mais encore en train de choisir, film après film, une route qui ne ressemble à personne. Ils se croisent parce qu'un projet les réunit, et parce qu'un film comme celui-là exige une forme d'abandon. On ne peut pas raconter l'infiltration, la paranoïa, l'honneur blessé, sans accepter que l'autre vous regarde de près. Ce qui frappe Pacino, ce n'est pas un style ou une image, c'est une attitude, une manière de se tenir à distance des effets faciles. Sur un plateau, cela se repère vite. Il y a ceux qui veulent gagner la scène et ceux qui veulent gagner la vérité de la scène. Depp, selon Pacino, est de ceux qui s'amusent sans tricher, qui cherchent sans écraser. Des années plus tard, Pacino le dira avec une simplicité presque affectueuse. « He's wild, he's wonderful ». Deux adjectifs qui semblent contradictoires et qui chez lui se complètent. Wild, parce que Depp ose des détours, des ruptures, des essais imprévus. Wonderful, parce qu'au centre, il reste quelque chose de doux, de loyal, de profondément humain. La relation se construit dans ces instants que la presse ne voit pas dans les grandes déclarations, mais dans la routine, les échanges entre deux prises, le respect des silences, la façon dont on protège le partenaire quand une scène devient trop exposée. Pacino raconte que Depp le faisait rire comme personne, comme si, au milieu d'une histoire tendue, il avait l'instinct de ramener l'air, de rappeler qu'ils sont encore des êtres vivants avant d'être des figures. Et cette légèreté n'est pas un caprice, c'est une forme de soin. Dans une industrie où l'on confond souvent le sérieux avec la dureté, l'humour, chez certains, devient une politesse. Mais la rencontre, la vraie, ne se limite pas à l'amitié. Elle ouvre aussi un fil secret, une idée de cinéma partagée. Sur le tournage de Donnie Brasco, il parle d'un autre film, un film qui obsède Pacino depuis longtemps, Modigliani, un projet ancien, difficile, presque maudit, que Pacino porte depuis des décennies et qu'il a eu du mal à faire exister. C'est là que quelque chose se scelle,
sans contrat, sans annonce, une confiance d'artiste. Pacino propose, Depp écoute. Et ce détail, rapporté plus tard qu'ils aient évoqué Modigliani dès 1997, dit beaucoup de leur relation. Dès le début, elle n'est pas seulement sociale, elle est créative. Ils ne se fréquentent pas pour être vus ensemble, mais parce qu'ils reconnaissent chez l'autre une même obsession, faire quelque chose de vrai, même si cela prend 20 ans. Les années passent, la vie, la carrière, les excès, les procès, les retours, les renaissances. Hollywood, dans ce qu'il a de plus brutal et de plus cyclique. Et pourtant, Pacino affirme qu'ils sont restés en contact, qu'ils se retrouvent parfois. Il rapporte même cette phrase que Depp lui lance, comme une blague tendre, une façon de désamorcer la gravité. Here we are, a couple of toddlers. De tout petits, alors qu'ils portent chacun à sa manière le poids de décennies de mythologie. Ce n'est pas une punchline pour faire sourire, c'est une définition de leur complicité. Revenir à l'essentiel, se rappeler qu'avant d'être jugés, ils ont été des garçons fascinés par le jeu. Et puis, cette conversation commencée en 1997 trouve enfin sa forme. Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, film réalisé par Depp avec Pacino au casting. Pacino y interprète l'art collectionneur Maurice Gangna. Pacino a même expliqué que Depp a été encouragé à réaliser ce film et que ce projet scelle leurs retrouvailles artistiques. La rencontre donc n'est pas un premier jour spectaculaire, c'est une suite de preuves discrètes. L'écoute, le respect, la fidélité au travail et chez Depp, cette loyauté silencieuse qui ne s'annonce jamais mais qui reste. La gloire souvent ne révèle pas le talent, elle révèle le caractère. Elle l'isole, elle l'accélère, elle déforme les amitiés. Et c'est justement dans ces années-là, celles où tout s'ouvre et où tout se fissure en même temps que la loyauté devient une mesure concrète, presque brutale. Al Pacino, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, est déjà plus qu'un acteur. Il est une référence. Il a traversé les décennies, les rôles qui deviennent des mythes, et même ce moment si tardif, presque ironique, où l'Académie finit par lui donner l'Oscar du meilleur acteur pour Scent of a Woman, après une longue série de nominations qu'il avait laissées au bord du trophée. Mais ce qui frappe, à cette époque, c'est qu'il ne se contente pas de survivre au statut de légende. Il continue à travailler comme un homme qui doit encore prouver quelque chose à lui-même, pas au public. Il suffit de regarder ses choix. Hit reste un choc de cinéma, cette confrontation presque philosophique entre un policier et un voleur, Pacino face à De Niro, comme si deux obsessions se parlaient sans se pardonner. Et puis il y a ces années où Pacino se déplace aussi vers la télévision, avec une exigence rare. Il remporte notamment un Golden Globe pour Angels in America, preuve qu'il sait encore surprendre et se déplacer, sans se répéter. En 2001, on lui décerne le Cecil B. DeMille Award, honneur de carrière, ce genre de distinction qui dit « Vous êtes entré dans le Panthéon ». Et pourtant, ce n'est pas l'image d'un homme arrivé qui domine. C'est celle d'un acteur qui reste nerveux, tendu, vivant. Au même moment, Johnny Depp vit une autre forme de sommet. Pas le sommet des institutions, mais celui de la planète entière. En 2003, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl explose les attentes. Plus de 650 millions de dollars au box-office mondial. Une onde de choc culturel et un personnage, Jack Sparrow, qui devient instantanément une silhouette universelle. Depp ne se contente pas d'être populaire. Il impose une étrangeté dans le blockbuster. Et cette étrangeté est récompensée. Screen Actors Guild Award pour Jack Sparrow. Nomination à l'Oscar du meilleur acteur, chose rare pour un rôle aussi décalé dans un film de studio. La gloire de Depp ensuite s'épaissit. Elle se diversifie. Il enchaîne les visages, l'acteur sensible de Finding Neverland, qui lui vaut une nouvelle nomination à l'Oscar, puis l'ombre chantante et tragique de Sweeney Todd, encore une nomination, et cette fois, un Golden Globe de meilleur acteur, comédie musicale. Ce triptyque est important, parce qu'il dessine un sommet particulier. Depp est à la fois idole mondiale et acteur reconnu par ses pairs. C'est une position instable, une position où tout le monde vous veut, mais où presque personne ne vous voit vraiment. Et c'est là que la notion de loyauté silencieuse prend un relief différent. Dans les années de gloire, les relations changent de texture. Autour de Depp, la foule s'élargit. Collaborateurs, opportunistes, amitié de passage. Autour de Pacino, le respect devient parfois une distance. On n'ose plus parler normalement à la légende, on lui parle comme à un monument. Deux formes de solitude en miroir. Ce qui compte, dans ce contexte,
Ce n'est pas le nombre d'appels, ni les photos, ni les apparitions. C'est le fil. Un fil qui résiste à l'agenda, aux tournées promotionnelles, au succès et aux malentendus. Un fil qui ne cherche pas à se monnayer. Pacino, à ce stade, sait reconnaître les artistes qui ne se perdent pas totalement dans leur propre image. Et dans l'idée qu'il se fait de Depp cet homme capable d'être immense sur un écran et discret dans la vie, il perçoit quelque chose de rare, la capacité à rester fidèle sans l'annoncer, à soutenir sans se mettre au centre. La gloire, finalement, n'est pas seulement une lumière, c'est une épreuve. Et quand Pacino parle aujourd'hui, à 85 ans, il ne raconte pas seulement une époque brillante, il raconte ce que cette époque a coûté, et surtout ce qu'elle a permis de vérifier, qui reste quand le bruit devient trop fort. La fracture ne commence presque jamais par une trahison spectaculaire. Elle commence par une fatigue, par une pression qui s'accumule, par des silences qu'on n'explique pas et qu'on finit par laisser s'installer. Dans l'histoire que Pacino laisse entrevoir, la loyauté n'est pas mise à l'épreuve par une dispute entre deux hommes. Elle est mise à l'épreuve par quelque chose de plus vaste, la machine. Cette industrie qui vous applaudit, puis vous absorbe. Cette société de l'image où, un jour, votre nom n'est plus seulement le vôtre, il devient un champ de bataille. Au fil des années, Johnny Depp n'est plus seulement l'acteur, il devient un phénomène médiatique mondial. Et avec la célébrité totale arrivent des forces qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Les rumeurs, les clans, les intérêts, les titres qui simplifient, les réseaux qui décident en quelques heures de ce qu'un homme est ou n'est pas. Pacino, lui, connaît ce phénomène depuis longtemps, mais il appartient à une époque où la notoriété laissait encore des zones d'ombre. Or, à partir du milieu des années 2010, l'ombre se raréfie. Puis il y a la vie privée, qui cesse d'être privée. En mai 2016, Amber Heard demande le divorce. Elle accuse Depp de violence conjugale. Lui nie ces accusations. Le divorce est finalisé en janvier 2017. Ce sont des faits de calendrier, froid, administratif. Mais derrière le calendrier, il y a une réalité, l'exposition. Et là, tout change. Parce que l'exposition transforme la douleur en dossier et le dossier en spectacle. Mais alors, ce qui relevait d'une séparation devient une guerre de récits. Pourtant, ce qui devrait être traité avec retenue devient un sujet quotidien. Ce soir-là, à l'autre bout du monde, quelqu'un qui n'a jamais rencontré Depp a déjà un avis définitif sur lui. En avril 2018, un article du tabloïd britannique The Sun le qualifie de wife-beater, batteur de femmes. Depp poursuit le groupe News Group Newspapers en diffamation au Royaume-Uni. Le 2 novembre 2020, la Haute Cour de Londres rejette sa plainte. Le juge estime que la défense de The Sun, la vérité substantielle, est établie sur la base d'incidents examinés au civil selon la prépondérance des probabilités. Ce point est essentiel. On n'est pas dans le registre du cinéma, mais dans celui du droit. Et le droit, parfois, ne répare pas. Il tranche. Il laisse des cicatrices. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Aux États-Unis, Depp attaque Heard en diffamation en 2019, à propos d'une tribune de 2018 dans le Washington Post, où elle se présente comme une figure publique liée à la question des violences domestiques, sans nommer Depp. Après 6 semaines de procès à Fairfax, en Virginie, le jury rend son verdict le 1er juin 2022. Heard est jugé responsable de diffamation sur 3 points et Depp obtient des dommages-intérêts. Heard obtient aussi 2 millions de dollars sur une partie de sa contre-plainte liée à des déclarations d'un avocat de Depp. Le contraste avec l'issue britannique nourrit un sentiment de vertige. 2 systèmes, 2 standards, 2 conclusions. Et au milieu, un homme, une femme, et des années d'images qui ne s'effaceront jamais complètement. En décembre 2022, les 2 parties annoncent un accord transactionnel et abandonnent leur recours. L'accord prévoit notamment le paiement d'1 million de dollars à Depp via l'assureur de Heard, selon la communication de son cabinet d'avocats. Heard, de son côté, affirme que le règlement n'est pas un aveu et dit vouloir tourner la page. C'est ici que l'on comprend mieux ce que Pacino appelle, sans emphase, la loyauté silencieuse. Parce que dans ces années de fissures, l'amitié n'est plus un geste confortable. Ce n'est plus un dîner, une photo, un compliment public. C'est parfois ne rien dire, justement, ne pas ajouter de bruit, ne pas exploiter, ne pas se servir d'un homme qui tombe pour raconter sa propre vertu. Pacino, lui, choisit la retenue. Il ne se transforme pas en commentateur judiciaire. Il reste sur le terrain qui est le sien, l'humain, l'artiste, la durée. Quand il affirme que leur lien est réel,
Il ne nie pas la tempête, il dit simplement que, dans la tempête, tout le monde ne change pas de visage. Et pendant que la réputation vacille, un autre fil continue de courir, Maudit, un film rêvé pendant des décennies par Pacino, devenu réalité avec Depp à la réalisation. Comme si, au milieu des procès et des récits contraires, il s'était accroché à une seule chose stable, le travail. Mais alors une question monte. Qu'est-ce que cette tempête a coûté à Johnny Depp, pas en contrat, en chiffres, en titres, mais en solitude? Pourtant, qu'est-ce qu'elle a révélé de ceux qui l'entouraient réellement? Et surtout, quelle crise intime, quelle rupture intérieure a rendu cette loyauté silencieuse nécessaire? Il y a un moment où l'on ne perd plus seulement un rôle, mais une place dans le monde. Et ce moment-là, Johnny Depp l'a traversé comme on traverse une tempête qui ne laisse aucun endroit où se cacher. La crise ne se résume pas à des audiences, ni à des titres. Elle commence par une sensation beaucoup plus intime, l'impression d'être devenu un problème à gérer plutôt qu'un être humain à écouter. Dans une industrie qui se nourrit d'images, l'image se retourne. Elle devient verdict, avant même que la justice ne parle. Et quand la justice parle, elle ne répare pas forcément. Elle statue, elle classe, elle referme tout en laissant la rumeur continuer sa course. Novembre 2020 marque un basculement public. Après la décision rendue à Londres le 2 novembre 2020 dans l'affaire opposant Depp à Newsgroup Newspapers, le tribunal conclut que l'allégation de The Sun est substantiellement vraie selon le standard civil sur un ensemble d'incidents examinés. 4 jours plus tard, Depp annonce qu'on lui a demandé de se retirer du rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et qu'il s'est conformé à cette demande. Ce n'est pas seulement un changement de casting, c'est un message glacial, compris par tous les autres studios, tous les producteurs, tous les partenaires. On ne veut plus de toi ici, pas maintenant. C'est la version moderne de l'exil sans porte qui claque, sans scène dramatique, juste une phrase polie et une carrière qui se reconfigure de force. Et là, le silence devient un piège. Parce que parler, c'est alimenter la machine. Se taire, c'est laisser la machine écrire à votre place. Dans l'intervalle, la vie se rétrécit, moins d'appels, moins d'invitations, moins de regards directs. Ceux qui restent ne sont pas forcément ceux qui s'expriment, ce sont ceux qui n'abandonnent pas. Or, la loyauté silencieuse, justement, se reconnaît dans cette période-là, quand il n'y a rien à gagner et beaucoup à perdre. La rupture est aussi intérieure. Depp ne se bat plus seulement pour son nom, mais pour l'histoire qu'on raconte à ses enfants, pour l'idée même d'identité. Lorsque le procès américain s'ouvre en Virginie en avril 2022, il ne s'agit plus d'un épisode, mais d'un théâtre total, retransmis, commenté, disséqué. Le 1er juin 2022, le jury conclut qu'Amber Heard a diffamé Depp sur 3 points liés à sa tribune de 2018 et accorde à Depp des dommages-intérêts. En parallèle, Heard obtient aussi 2 millions de dollars sur un point lié à une déclaration d'Adam Wallman, avocat de Depp. La justice tranche, mais le monde, lui, ne s'arrête pas. La victoire n'efface pas les années précédentes, ni la fatigue, ni l'humiliation d'avoir vu sa vie privée devenir un divertissement collectif. En décembre 2022, l'affaire se clôt juridiquement par un accord. Les appels sont abandonnés, et Heard accepte de verser 1 million de dollars via son assureur dans le cadre du règlement, selon les déclarations relayées par les médias. C'est la fin d'un chapitre judiciaire, pas forcément la fin d'une blessure. C'est aussi dans ces creux-là que Pacino, lui, mesure ce qu'il appelle le réel. Pas la vérité judiciaire qui appartient aux tribunaux, mais la vérité relationnelle. Qui, dans votre entourage, reste humain quand le monde vous réduit à un symbole? Dans son entretien, Pacino insiste sur le fait qu'ils se voient parfois, qu'ils retravaillent ensemble, comme si l'amitié n'avait pas besoin de se justifier. Et surtout, il y a ce choix artistique, presque obstiné. Revenir au travail, à la création, à quelque chose qui ne se commande pas en temps réel sur les réseaux. Maudit, 3 Days on the Wing of Madness devient alors plus qu'un film, une manière de dire que l'homme n'est pas réductible à la tempête. Le projet est produit par Depp et Pacino, et Depp le réalise. La crise, au fond, n'est pas seulement ce qui arrive, c'est ce que cela fait à l'intérieur, l'usure, la colère contenue, la tentation de disparaître, puis l'obligation de revenir. Et c'est là que le mot loyauté prend sa densité, non pas comme une posture, mais comme une présence qui ne réclame rien et qui ne fuit pas. Après une tempête, il reste 2 choix, se durcir ou se reconstruire. Et, pour un homme comme Johnny Depp, la reconstruction ne passe pas d'abord par une conférence de presse, ni par un manifeste.
Elle passe par un geste plus ancien, presque enfantin, refaire du cinéma. Travailler, remettre les mains dans quelque chose de concret, de fabriqué, de patient. Pacino le sait. On survit rarement au bruit par le bruit. Ce qui tient, ce qui soigne, c'est la durée. Et dans ce « après », il n'y a pas de miracle soudain, il y a une lente reprise de contrôle. Une manière de déplacer le centre de gravité, quitter la zone où l'on est commenté pour revenir à la zone où l'on crée. Depp, depuis la fin de la grande séquence judiciaire, apparaît moins comme une star de retour que comme un homme en transition. Il accepte des chemins plus européens, plus obliques, moins calibrés. Son passage par le cinéma français en est un signe. Jeanne du Barry, par exemple, n'est pas seulement un rôle, c'est aussi une manière de réapprendre à être filmé sans être jugé minute par minute. Ce n'est pas une réhabilitation magique, c'est un déplacement. Mais le vrai signal, pour Pacino, c'est ailleurs, c'est Maudit. Parce que Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, n'est pas un film choisi par opportunisme. C'est une vieille conversation devenue réalité. Pacino raconte que leur amitié est réelle, qui se voit parfois, et il décrit Depp avec une tendresse étonnamment directe. « He's wide, he's wonderful ». Et comme une petite phrase qui résume leur complicité, il rapporte aussi ce trait d'humour de Depp. « Here we are, a couple of toddlers ». Ce sont des mots simples, mais dans la bouche d'un homme de 85 ans, ils prennent une autre densité. Parce qu'il ne parle pas de succès, il parle de caractère, de ce qui reste quand tout le reste brûle. Maudit devient alors une zone franche, un lieu où Depp n'est plus une affaire, mais un réalisateur, où Pacino n'est plus un commentaire vivant, mais un acteur au service d'un récit. Le film, consacré au peintre Modigliani, est présenté comme la seconde réalisation de Depp après The Brave, 1997. Il est coproduit notamment par Depp et Pacino y tient un rôle, Maurice Gangnat. Le calendrier, lui, raconte cette reprise progressive. Une première mondiale à San Sebastian le 24 septembre 2024, puis une présentation à Rome, 26 octobre 2024, avant une sortie en salle en Italie, 21 novembre 2024. Ce n'est pas un lancement hollywoodien tonitruant. C'est un déploiement plus discret, plus cinéphile. Et parfois, dans l'après-tempête, la discrétion est une forme de salut. Depp lui-même, dans une interview plus récente, a parlé de son départ forcé de Fantastic Beasts comme d'un moment où il a eu le sentiment qu'on voulait qu'il prenne sa retraite. Formulation brutale, presque intime, qui ressemble moins à une plainte qu'à un constat. Cette phrase dit quelque chose de l'après. On ne revient pas seulement vers les autres, on revient vers soi, en se demandant ce qui a été cassé et ce qu'on refuse de céder. Et pendant ce temps, Pacino, lui, vieillit autrement. Il parle davantage, il se raconte davantage. Il a publié Sonny Boy, un mémoire qui l'amène à revenir sur sa vie, son parcours, sa sobriété, sa paternité tardive, comme si, à cet âge, il cherchait à laisser une trace plus humaine que mythologique. Ce n'est pas anodin. Quand un homme choisit enfin de raconter, il ne choisit pas seulement des événements, il choisit des valeurs. Et l'amitié avec Depp, dans ce récit indirect, devient une preuve silencieuse, celle qu'il existe encore, dans ce milieu, des liens qui ne sont pas conditionnés par l'utilité. Après la tempête, donc, ils ne se mettent pas en scène, ils ne se défendent pas ensemble, ils travaillent, ils se parlent, ils se retrouvent parfois. Et cette modestie-là, presque pudique, est peut-être la plus grande victoire. Continuer sans se vendre, rester debout, sans fanfare. Il arrive un âge où l'on ne veut plus avoir raison. On veut être juste. Pas devant le public, devant sa propre conscience. Al Pacino, aujourd'hui, parle avec cette gravité-là. Pas celle d'un homme qui règle des comptes, mais celle d'un homme qui sait qu'il ne pourra pas tout dire plus tard. Dans son entretien autour de son mémoire Sonny Boy, publié par Penguin Press en octobre 2024, il explique sans détour qu'il est entouré d'absence, que le temps a commencé à enlever des amis, des repères, des voix familières, et qu'un jour, on se surprend à revenir dans certains lieux ou à rouvrir certains souvenirs avec une sensation presque physique de manque. C'est à cet endroit précis que naît sa révélation. Elle n'a pas la forme d'un scoop, elle n'a pas le goût de la vengeance, elle a la texture d'un aveu tardif. Dans une vie d'acteur, ce qui vous sauve n'est pas seulement le talent, mais les rares personnes qui ne transforment pas votre chute en spectacle. Pacino ne commande pas les polémiques, il ne se fait pas juge, il ne s'érige pas en procureur non plus. Il dit autre chose, et c'est plus difficile. Il dit le lien. Il dit qu'avec Depp,
malgré les années, malgré le fait qu'ils ne se voient pas constamment. Il existe une connexion réelle, une amitié qui n'a pas besoin d'être entretenue par des apparitions publiques. Et là, il ralentit, comme s'il pesait chaque mot. Parce que parler d'amitié à Hollywood est presque suspect. On attend toujours un intérêt, un calcul, une stratégie. Or, Pacino décrit Depp avec une simplicité qui, justement, ressemble à une prise de risque. He's wild, he's wonderful. Ce n'est pas une formule de promo, c'est une définition intime. Wild, imprévisible, libre, parfois déroutant. Wonderful, fidèle, généreux, capable d'une chaleur que l'industrie n'encourage pas. Ce qu'il laisse entendre, sans le transformer en récit héroïque, c'est que la loyauté de Depp n'a pas été une posture. Elle a été un comportement. Quelque chose qui se fait en dehors des caméras. Rester en contact, continuer à considérer l'autre comme un être humain et non comme un dossier brûlant. Mais alors, pourquoi parler maintenant? Parce que Pacino se trouve dans une phase où il ne veut plus laisser aux autres le pouvoir de raconter ce qu'il a vécu. Dans Sonny Boy, il revient sur sa vie, sur son parcours, sur la façon dont les années vous obligent à distinguer l'essentiel du reste. Et dans cet essentiel, il y a une idée presque ancienne. Un ami, c'est celui qui ne vous demande pas d'être impeccable pour vous respecter. La deuxième partie de la révélation est encore plus subtile, et elle se loge dans un choix artistique. Pacino explique que leur collaboration sur Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, n'est pas un hasard de calendrier. C'est l'aboutissement d'une relation créative et humaine, et d'un projet auquel il tient depuis longtemps. Ce film, réalisé par Depp, qu'ils coproduisent ensemble, et dans lequel Pacino joue Maurice Gangnat. Ce geste travaillé ensemble, à ce moment de leur vie, devient une phrase en soi. Pacino n'a pas besoin de dire « j'ai été là pour lui » ou « il a été là pour moi ». Il pose un acte. Il choisit de se tenir à ses côtés dans une œuvre. Il accepte d'être dirigé par lui. Il signe publiquement une confiance. Et cette confiance est peut-être la forme la plus concrète de loyauté qu'un acteur comme Pacino puisse offrir. Reconnaître l'artiste, malgré le bruit. Il y a même, dans l'entretien, une réplique rapportée par Pacino qui sonne comme une respiration au milieu du sérieux. Depp lui aurait lancé, avec cette ironie tendre qui défait la solennité, « Here we are, a couple of toddlers », de tout petits, alors qu'ils sont chargés de réputation, d'histoire, de cicatrices. La phrase en apparence légère ressemble à un code entre eux, refuser d'être figé, refuser d'être réduit à ce que les autres projettent. Et c'est là, finalement, le cœur de la révélation de Pacino. La loyauté silencieuse de Depp n'est pas un acte spectaculaire. C'est une manière de ne pas trahir la complexité d'un être humain, de ne pas résumer une vie à une polémique, de continuer à parler d'art quand tout le monde réclame un verdict, de rester amis quand l'époque exige des camps. Pacino, à 85 ans, ne révèle donc pas un secret scandaleux. Il révèle quelque chose de plus rare, la réalité d'un lien qui a survécu au temps et au vacarme. Et il le révèle parce qu'il sait que bientôt, les récits se digéreront sans lui. Alors il dit, une fois, calmement, ce qu'il veut que l'on retienne. Dans ce monde-là, la fidélité existe encore, mais elle parle bas. On comprend la valeur d'un homme quand on observe ce qu'il choisit de protéger, même quand cela ne lui rapporte rien. Et au fond, c'est peut-être cela que Pacino laisse derrière lui en parlant de Johnny Depp. Une leçon sans morale, une vérité sans posture. Dans l'imaginaire collectif, Hollywood adore les grandes scènes, les retrouvailles filmées, les accolades en festival, les déclarations qui font le tour du monde. Mais la loyauté dont il est question ici n'a jamais eu besoin d'un décor. Elle s'est tenue ailleurs, dans le hors-champ, dans l'intervalle, dans ces moments où l'on ne gagne rien à rester et où pourtant on reste. À 85 ans, Al Pacino ne parle plus comme un homme pressé. Il parle comme quelqu'un qui a compris que la vitesse est souvent un piège. Les carrières passent vite, les succès s'additionnent puis se mélangent. Les visages deviennent des souvenirs. Ce qui demeure, ce ne sont pas les trophées, ni les chiffres, ni les comebacks racontés par d'autres. Ce qui demeure, c'est la sensation précise d'une présence, un appel qui arrive au bon moment, un silence partagé qui ne pèse pas, une conversation qui n'a pas besoin de prouver qu'elle est importante. Dans l'histoire qu'il raconte, ou plutôt qu'il suggère, Johnny Depp n'est pas l'icône, ni la controverse, ni même la star. Il est l'être humain qui continue à exister pour un autre être humain, malgré l'usure, malgré les tempêtes, malgré la tentation si fréquente dans ce milieu de se protéger en se désengageant.
C'est une fidélité sans bruit, une fidélité qui ne réclame pas d'être applaudie. Et c'est là que l'épilogue devient presque simple. Pacino et Depp ne se donnent pas en exemple. Ils ne cherchent pas à se rendre inspirants. Ils se retrouvent par intermittence, comme ces amitiés adultes qui ne se mesurent pas à la fréquence, mais à la solidité. On peut disparaître des mois, parfois des années, et pourtant, lorsqu'on se revoit, il n'y a pas à recommencer. Il n'y a pas à mettre à jour l'affection. Elle est là, intacte, comme une évidence. Le film maudit, qu'importe son destin, critique ou commercial, représente alors quelque chose de plus précieux qu'une collaboration, un point d'ancrage. Une preuve silencieuse, matérielle, que l'on peut encore faire ensemble, au lieu de seulement se souvenir ensemble. Que l'on peut encore se choisir professionnellement, ce qui, dans ce monde, est une forme particulièrement engageante d'amitié. Confier son temps, son image, sa fatigue, sa vulnérabilité à quelqu'un d'autre. Et puis, il y a une dimension presque intime, presque secrète, dans la phrase que Pacino semble répéter à sa façon. Au bout du compte, on ne veut pas être compris par tout le monde. On veut être compris par les bonnes personnes. Celles qui ne réduisent pas votre vie à une période. Celles qui savent que l'être humain dépasse toujours le résumé qu'on fait de lui. Il faut imaginer Pacino, aujourd'hui, dans cette maturité où l'on cesse de courir après l'approbation. Il ne cherche pas à réhabiliter Depp, pas plus qu'il ne cherche à l'expliquer. Il dit seulement « je le connais, et je sais ce que vaut sa présence ». Dans une époque qui exige des positions, il rappelle le droit à la nuance. Dans une époque qui adore les étiquettes, il réinstalle la complexité. Ce n'est pas un verdict, c'est une respiration. Et si cette histoire touche, ce n'est pas parce qu'elle promet une réconciliation spectaculaire avec le monde. C'est parce qu'elle suggère une autre forme de victoire. Restez vivant intérieurement. Ne pas laisser le bruit vous voler votre identité. Continuez à créer malgré les cicatrices. La loyauté silencieuse, au fond, n'est pas un geste héroïque. C'est un geste quotidien. C'est un refus de l'opportunisme. C'est la capacité de ne pas trahir ce qu'on sait vrai, même quand la vérité est inconfortable. Alors l'épilogue se referme sans triomphe, sans jugement, avec cette impression douce amère qu'il n'y a pas de conclusion parfaite, seulement des traces. Et dans le calme qui suit, il reste une image immobile, deux hommes qui se sont reconnus au-delà des rôles, au-delà du vacarme, au-delà des années. Une photo qu'on ne brandit pas, une photo qu'on garde. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.